Eh bien, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Tallet. Je vais essayer d'être tout doucement puisque nous avons quelques auditeurs qui arrivent. Donc, Pierre Tallet, dont chacun sait qu'il est directeur de l'IFAO, qu'il est ancien élève de l'École normale supérieure agrégé d'histoire, égyptologue, et que depuis de longues années, il arpente le Sinaï, les côtes de la mer Rouge, dont il a fait un terrain de découverte. Et chacun connaît ses travaux sur le Wadi Jar, sur aussi avec ses équipes le site de Ain Sokhna. Mais nous avons le plaisir aujourd'hui de découvrir un peu les travaux qu'il a menés il y a quelques années sur le sud-ouest de la péninsule du Sinaï, puisqu'il va nous parler des inscriptions du Wadi Amira, ou Amira plutôt, avec moi-même, j'étais mal informé, nous en avons parlé tout à l'heure, puisque je lui disais que j'allais avoir le plaisir de le présenter, mais aussi de souligner l'importance des travaux qu'il a menés avec ses équipes sur le Wadi Jarf, avec la découverte majeure que vous connaissez sur le papyrus, mais aussi, il me disait qu'il avait aussi, qu'il va nous parler, qu'il va présenter, qui, et cela est vraiment important, comme vous le savez, ont permis de remettre en question les périodisations les plus communes sur l'occupation du Sinaï par les anciens Égyptiens. Je ne vais pas m'étendre plus, mais simplement lui donner le micro. Et merci Pierre de nous partager ce savoir. Voilà. Bien, merci à tous d'être venus ce soir. Je vais effectivement essayer de vous présenter une découverte qui n'est pas toute récente, puisqu'il s'agit d'un lot d'inscriptions qui a été découvert en 2012. Et on n'a pas ensuite pu revenir au Sinaï pendant très très longtemps, puisque pour des raisons politiques, l'ensemble de l'accès pour les équipes archéologiques à la péninsule du Sinaï a été interrompu pendant pratiquement une dizaine d'années. Je vais donc vous parler du début de la présence des Égyptiens au Sinaï, une zone qui a été particulièrement fréquentée par les Égyptiens de l'époque pharaonique, où ils allaient rechercher du cuivre et de la turquoise. En fait, le Sinaï est un endroit où non seulement on peut trouver de la turquoise, une pierre semi-précieuse de couleur bleu clair, qui avait une forte valeur symbolique pour les Égyptiens, mais on peut également y retrouver les mines de cuivre les plus riches auxquelles les Égyptiens pouvaient avoir directement accès. Et effectivement, le Sinaï a été pour les Égyptiens, de toutes les périodes de ce qu'on appelle l'âge du bronze, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, une destination extrêmement fréquente d'expéditions qui étaient commanditées par les rois de ces différentes périodes de l'histoire égyptienne. Par le Sinaï, j'entends qu'ils étaient essentiellement intéressés par ce que j'appelle moi la zone minière, je suis désolé, j'ai fait une fausse manœuvre, la zone minière du Sub-Sinaï que vous voyez ici, c'est-à-dire en fait la partie qui se trouve autour de ces deux sites les plus connus qui sont le Wadi Marara d'un côté et le site de Serabit El Radim de l'autre. Dans cet endroit, dans une zone relativement concentrée, on retrouve effectivement la plus forte concentration des mines de cuivre et de turquoise qui pouvaient attirer les expéditions égyptiennes dans ces lieux. Ces expéditions commencent à une époque très ancienne. Alors je vous montre quand même quelques images de ce que l'on peut voir pour la turquoise. Alors ça ne marche pas, mon affaire. Donc je reprends, comme s'il ne s'était rien passé. Donc la zone minière du Sud-Sinaï, cette zone qui se trouve au sud-ouest de la péninsule, est l'endroit où l'on trouve le plus de ressources en cuivre et en turquoise. Cette zone, donc, on a gardé de nombreuses traces, d'ailleurs, de l'exploitation par les Égyptiens. Vous avez ici une vue du plateau de Serabit El Radim. Vous voyez encore les mines de turquoise qui ont été creusées dans le flanc de la montagne. Et je vous montre ici, en fait, la turquoise telle qu'elle peut se présenter encore aujourd'hui lorsque l'on rencontre des endroits où elle avait pu être exploitée dans des périodes anciennes de l'histoire égyptienne.
Le premier site à avoir été exploité par les Égyptiens est le Wadi Marara, littéralement le Wadi, la vallée aux caves en fait, et ceci est dû à la présence ancienne des Égyptiens qui avaient justement creusé des mines de turquoise. Le Wadi Marara, vous le voyez ici, avec quelques vues de l'ensemble de cette région, peu de végétation, un petit mausolée d'époque islamique, et vous avez ici donc les parois de grès desquelles on pouvait extraire la turquoise. Vous les voyez mieux ici, avec là encore les mines de turquoise que vous voyez ici, avec l'ensemble des déblais de mines qui se trouvent en contrebas. Des mines qui ont été exploitées là encore pendant différentes périodes de l'histoire égyptienne, Ancien Empire, Moyen Empire, Nouvel Empire, et qui malheureusement d'ailleurs ont encore été exploitées par une compagnie anglaise au début du XXe siècle, laquelle a malheureusement fait disparaître une grande partie des informations qui pouvaient être en relation avec l'exploitation de ces mines. Je vous montre malgré tout l'une de ces entrées de mines qui sont finalement relativement larges, relativement importantes, autour desquelles on trouve encore d'ailleurs les traces des ciseaux employés par les Égyptiens pour creuser ces différentes mines. À l'entrée des mines de turquoise, les rois qui envoyaient des expéditions avaient pris l'habitude de laisser des panneaux inscrits qui commémoraient leur venue au Sinaï. Ici, vous avez la seule d'entre elles qui reste encore sur le site lui-même. Toutes les autres ont été soit détruites, soit déplacées au musée du Caire au début du XXe siècle. Et vous avez des compositions qui affirment au nom du roi la prise de possession par l'Égypte de cet endroit du Sinaï et qui essaient également de faire une forme de définition du pouvoir royal. Ce que je vous montre ici est un bas-relief du roi Seremret, qui est le deuxième roi de la troisième dynastie. On est autour de 2650-2700 avant Jésus-Christ. Vous le voyez représenté à 3 reprises. 2 fois, on le voit debout avec une alternance des couronnes, couronne blanche de Haute-Égypte, puis couronne rouge de Basse-Égypte. Et ensuite, vous le retrouvez dans une 3e posture, qui est celle de massacrer le bédouin du Sinaï, ce qui est en fait un moyen de prendre possession de la région qui est exploitée par les Égyptiens. Cette thématique, il n'est pas le premier à la mettre en œuvre, mais le bas-relief que l'on connaissait depuis le 19e siècle était en fait finalement l'une des premières manifestations de cette prise de position du roi d'Égypte qui va conquérir le Sinaï, qui va prendre possession du Sinaï. Alors on avait par la suite, pour la 4e, 5e, 6e dynastie, d'autres inscriptions, d'autres bas-reliefs qui finalement font passer à peu près le même message. Ici, un relief du roi Snéfrou, actuellement au musée du Caire, où vous le voyez également dans cette attitude de massacre, maintenant l'ennemi impuissant à ses pieds et s'apprêtant à lui asséner un coup de massue. Donc, définition du roi en tant que, je dirais, roi violent et prenant position au Sinaï, mais également avec tout ce que vous avez dans la partie supérieure de cette inscription, la titulature complète du roi, donc une définition finalement de la personnalité royale. On retrouve ces bas-reliefs avec la même thématique à peu près tout le temps. Un deuxième ici, un deuxième bas-relief de Snéfrou, avec là encore le roi massacreur, le roi coiffé successivement des 2 couronnes de Basse et de Haute-Égypte. Un relief de Khéops, où on va retrouver également la posture du roi massacreur. Et puis, on va retrouver parfois des informations supplémentaires sur ces différentes stèles. Ici, un petit fragment d'une stèle qui avait été laissée par un autre roi de la 3e dynastie, le roi Sanart, qui est peut-être le 3e roi de cette dynastie égyptienne, où vous le retrouviez autrefois, lorsque le relief était complet, également en train de massacrer un bédouin. Mais vous avez à côté ce qui est peut-être le nom de la région, puisque vous pouvez lire quelques hiéroglyphes ici, où vous lisez le mot turquoise. Et en fait, les terrasses de la turquoise sont le nom qui est donné à cette région où les Égyptiens envoyaient régulièrement des expéditions. Le bas-relief de Sanart est incomplet, mais on a l'expression complète des terrasses de la turquoise, Retiyu Fekat, qui apparaissent dans des inscriptions de la 5e dynastie,
qu'on a retrouvé également au Sinaï. Ici, un bas-relief gravé du règne de Djedkare-Izezi, où cette destination des expéditions qui vont vers les terrasses de la Turquoise est très clairement indiquée. Au passage, on retrouve ce nom des terrasses de la Turquoise également sur les points de départ de ces expéditions. À Ain Sourna, de l'autre côté de la mer Rouge, on a également retrouvé des inscriptions commémoratives qui mentionnent que les expéditions se dirigeaient vers les terrasses de la Turquoise, c'est-à-dire ce relief montagneux que je vous ai montré, où on pouvait justement recueillir cette pierre semi-précieuse. Donc, la séquence des inscriptions retrouvées au Wadi Marara indiquait la présence des Égyptiens à partir du règne de Djoser, le premier roi de la 3e dynastie. Et puis, on avait la plupart des rois des 4e, 5e et 6e dynasties qui étaient également mentionnés par certaines de ces stèles commémoratives. On avait donc pensé que les expéditions au Sinaï avaient commencé autour de 2700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire au début de l'Ancien Empire et au début de la 3e dynastie. En fait, cette idée a fortement évolué grâce à de nouvelles découvertes, et des nouvelles découvertes qui ont été faites en 2 temps. D'une part, un premier site où on va trouver déjà des inscriptions du temps de la 1re dynastie, donc bien plus ancienne dans l'histoire égyptienne. Et puis ensuite, un deuxième site, d'ailleurs très proche de celui-ci, qui a livré, quant à lui, toute une séquence d'inscriptions qui nous remène à une époque pré-dynastique, c'est-à-dire antérieure à la 1re dynastie égyptienne connue. Voici donc la première de ces découvertes, c'est un site qui se trouve à un endroit qui s'appelle Faras Oumazouebine. Ce site est un site où on a retrouvé ce gros rocher de grès. Alors, c'est pratiquement la première grosse formation de grès qu'on trouve dans le sud du Sinaï. Avant, on a des schistes, on a des roches beaucoup plus molles et qui ne sont pas aptes à recevoir une inscription épigraphique. Mais dans ce cas-là, quand je suis arrivé, moi c'était en 2009 sur ce site, où j'avais été accompagné par un inspecteur et ami qui s'appelle, je suis désolé, qui s'appelle Moustapha Risk Ibrahim. Et bien quand je suis arrivé, mauvaise surprise. Alors je sais pas si je peux Ça marche. Bon, on va faire autrement alors. Voilà, donc la mauvaise surprise, c'est qu'une fois qu'on est arrivé sur ce site, eh bien, voilà l'endroit où se trouvait le bas-relief en question, que j'avais pas encore donc pu véritablement étudier. Vous voyez encore des traces de ces reliefs, mais visiblement, les Bédouins de la région ont pensé que derrière les inscriptions pharaoniques, un trésor était caché, et ils sont venus avec des engins pour essayer de casser le rocher pour trouver l'or qui, bien sûr, allait ruisseler de la montagne une fois que cette inscription pharaonique aurait été détruite. Donc malheureusement, nous avons perdu au travers de ce monument, finalement, l'un des plus beaux bas-reliefs de l'époque de la 1re dynastie. Alors heureusement, il existait des photos qui avaient été prises avant la destruction. Je vous les montre pour vous montrer quand même quelle était cette composition. Elle était exceptionnelle. Vous avez 3 registres qui sont visibles. Un premier où vous voyez le roi en train de massacrer le bédouin, geste finalement qui devient banal par la suite, mais qui, à l'époque où ce bas-relief a été gravé, est finalement quelque chose d'assez original. Seul Narmer, le premier roi de la 1re dynastie, avait déjà représenté ce geste de massacre. Et vous retrouvez ensuite une composition médiane où vous avez 2 fois l'image du roi, toujours en train de massacrer le bédouin, et vous le retrouvez sur un 3e tableau en dessous. Donc la composition est unitaire, et l'ensemble est au nom du roi Den, qui est le 5e roi de la 1re dynastie. Nous sommes autour de 2950 avant Jésus-Christ. Ce bas-relief fait déjà remonter la présence des Égyptiens au Sinaï de quelque chose comme 250 ans par rapport à l'ensemble de la séquence du Wadi Marara. Alors, je vais détailler un petit peu tous ces reliefs qui sont quand même extrêmement intéressants et extrêmement originaux. Je dirais que c'est pratiquement la première composition monumentale que l'on connaisse dans cet art rupestre pour les Égyptiens de l'Antiquité. Alors, voici là pour le premier tableau, le roi coiffé de la couronne blanche en train de massacrer le bédouin, accompagné probablement d'un militaire derrière. Les inscriptions hiéroglyphiques sont très effacées. Malheureusement, je n'ai pas pu les voir avant leur destruction, donc je ne peux me fonder que sur ces photos pour pouvoir les interpréter, ce qui n'est pas forcément suffisant.
Mais voici le relevé que j'avais fait de ce monument. Voilà ici donc la figure du roi massacreur. Le personnage qui se trouve derrière lui, la légende qui est ici n'est pas absolument certaine, mais en revanche, on a devant lui une divinité devant laquelle le roi se présente, qui est ce curieux personnage coiffé de 2 hautes plumes, avec un harpon à la main, un harpon qui est orienté la pointe vers le bas et qui tient visiblement, alors peut-être une massue dans une autre main. Ce personnage est une divinité. En fait, il s'agit probablement de la représentation d'une statue ou d'une effigie de la divinité. Et il est peut-être identifié ici par la combinaison de 2 signes, qui pourraient être le signe A et le signe Ch, et qui en donnerait le nom de la divinité H, qui est une divinité que l'on connaît au tout premier temps de l'histoire égyptienne et qui n'a pas de postérité immédiate dans le panthéon égyptien. On le trouve d'ailleurs coiffé de ces 2 plumes qui, par la suite, seront l'apanage du dieu Sopède, qui est lui aussi très couramment attesté et associé aux régions de l'est de la vallée du Nil et des régions désertiques de l'est de la vallée du Nil. Donc un premier tableau avec visiblement une divinité qui cautionne en quelque sorte le geste du roi, cette prise de position de l'espace par le truchement de cette scène de massacre du Bédouin. Et puis sur le tableau central, qui était le plus développé et le plus intéressant sans doute, vous retrouvez à 2 reprises la même scène de massacre, avec le roi qui, dans un cas, est coiffé de la couronne blanche, et dans l'autre cas, coiffé de la couronne rouge. Alternance des couronnes, c'est-à-dire en fait exactement ce que l'on trouve sur les reliefs du Wadi Marara. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Je pense clairement que cette scène est le modèle dont se sont par la suite inspirées toutes les autres séquences qui ont été gravées au Sinaï, notamment au Wadi Marara. L'ensemble de cette scène est beaucoup plus complexe encore, puisqu'à côté du roi, vous trouvez d'autres personnages. Dans le premier tableau, vous avez un personnage qui est très connu, c'est le chancelier Orka, qui est un personnage qui est pratiquement l'équivalent d'un Premier ministre à l'époque. Il est d'ailleurs possible qu'il porte aussi le titre de Tchati, mais cette lecture n'est pas absolument certaine. Tchati qui est par la suite le titre de vizir. Et ce personnage est connu pour avoir une tombe à Saqqara, une tombe magnifique dans laquelle on a trouvé d'ailleurs un très abondant mobilier funéraire, un mobilier de prestige, dont vous pouvez admirer toute une série d'éléments au musée du Caire actuellement. Derrière le roi, vous avez en contrepartie 2 militaires pourvus de bâtons qui sont d'ailleurs nommés avec cette séquence hiéroglyphique qui se trouve au-dessus de leur tête. Et vous retrouvez ici un porteur de sandales. En fait, vous avez finalement dans ce tableau la plupart des éléments qui étaient déjà présents dans la fameuse palette de Narmer, le roi qui est en train de massacrer le Bédouin, mais vous avez aussi autour du roi l'image de son entourage, de sa cour, en fait de l'État égyptien qui, d'une certaine façon, l'accompagne. Enfin, vous avez dans ceci le 3e bas-relief, plus léger, plus restreint, où vous retrouvez une 3e fois la scène de massacre avec le roi coiffé de la couronne rouge, et derrière lui, vous retrouvez ici un porteur de sandales et un militaire qui sont également représentés à l'arrière donc de cette scène. Voici ici les 2 personnages en question, avec là encore une légende hiéroglyphique qui aurait peut-être pu être mieux déchiffrée si nous avions eu la possibilité de voir plus clairement le bas-relief avant sa destruction. Donc une composition assez intéressante, mais qui est d'autant plus intéressante que l'événement auquel fait référence ce bas-relief semble être connu aussi par d'autres témoins dans la documentation égyptienne. Tout d'abord, nous avons une série d'étiquettes commémoratives. Alors voici ces objets, je les présente pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Il s'agit de petits objets en os, en bois ou en ivoire, qui ont été particulièrement bien produits au cours de la première dynastie, et qui permettent, en les attachant à des vases ou à des paniers, de savoir comment, dans quelles conditions et à quelle date ont été produits les choses qui sont conservées, par exemple, dans des récipients. Eh bien, ici, vous avez une série d'étiquettes du roi Den. Alors, l'étiquette se décompose en plusieurs éléments. Vous avez ici des éléments de la titulature royale, et vous avez des éléments ici qui concernent le produit qui était en quelque sorte accompagné de cette étiquette. Ici, il s'agit pratiquement toujours d'huile et d'onguent. Mais de l'autre côté,
vous avez ici le signe de l'année qui va permettre d'identifier une année précise du règne de ce roi grâce à une série d'événements qui se sont produits sous son règne à ce moment-là. Donc l'année en question, l'année dont il est question ici, c'est une année où le roi a visiblement célébré une fête cède, une fête jubilaire, on le voit ici, coiffé de la double couronne, en train d'exécuter une course rituelle entre des cairns. On le voit également sur le pavillon coiffé de cette couronne, peut-être pour reprocéder au rite du couronnement. Et puis en dessous, vous avez tout ce qui probablement correspond à ce que nous avons sur le tableau du Sinaï. Vous avez ici la destruction d'une ville, une mystérieuse ville qui s'appelle A'an. On ne sait pas très bien ce que c'est ici. Vous avez ici la mention de la victoire sur un peuple qui s'appelle les Ziyuntiyu, c'est-à-dire grosso modo les habitants du désert. Et puis vous avez derrière, c'est ça qui permet de faire la connexion, peut-être encore plus sur cette étiquette qui est conservée actuellement au musée du Louvre, vous retrouvez le personnage au harpon coiffé de ces deux longues plumes. En fait, l'étiquette de Den, contemporaine du règne, célèbre la même chose que ce qu'il y a sur les bas-reliefs découverts au Sinaï. Et en fait, comme ces étiquettes sont des éditions qui accompagnent des produits la même année, eh bien, on retrouve sur au moins 3 étiquettes qui nous sont parvenues, et il a dû y en avoir bien plus, exactement les mêmes compositions et la même séquence des 3 événements, destruction d'une cité, victoire sur les peuples du désert, et finalement, ici, on nous indique que le roi a également rapporté de la malachite séchémet. Donc en fait, tout ce que l'on peut bien faire au Sinaï, c'est-à-dire massacrer la population locale, et on peut aussi rapporter des matières premières. Alors c'est très intéressant parce que effectivement ce personnage au harpon, on l'a en fait 3 fois, c'est bien le même et c'est d'autant plus significatif qu'il n'apparaît que 3 fois en tout dans toute la documentation égyptienne. Donc il n'y a pas de doute qu'il s'agit vraiment du même événement, la même année, du même règne. Et ce qui est intéressant, c'est que cet événement est peut-être encore une 3e fois présent dans la documentation égyptienne. On a vraiment des éléments qui se rencontrent. Ici, vous avez la fameuse pierre de Palerme. C'est ce bloc de basalte qui a enregistré, depuis le début de l'histoire égyptienne et jusqu'au milieu de la 5e dynastie, année après année, tous les événements marquants qu'il pouvait y avoir sous les différents règnes des rois égyptiens. Ici, vous avez la section qui correspond au long règne du roi Den. Il a probablement régné une 50aine d'années. Et vous avez ici 2 événements qui sont associés clairement. Ici, on vous dit qu'il est en train de massacrer les peuples Ziyuntiyu. Et à côté, vous avez ici l'indication de la célébration d'une fête cède. C'est-à-dire que vous avez finalement, cette fois-ci, développé sur 2 années différentes, mais conjointes, la même chose que ce qu'il y avait sur les étiquettes, c'est-à-dire la même année, fête cède et victoire contre les populations du désert. Alors, l'ordinateur me dit que je suis en train d'avoir un problème de batterie. Alors, je ne sais pas si ma vidéo va durer très très longtemps, mais peut-être qu'il y a un problème de branchement, mais je continue tant que je peux. J'investis le temps qui nous est donné. Et voici donc, en fait, finalement, vous retrouvez sur la pierre de Palerme les 2 mêmes séquences et 2 mêmes événements qui sont évoqués dans 2 années différentes dans le cas de la pierre de Palerme, mais qui sont toujours aussi précisément associés. Donc, il s'agit probablement de 2 choses qui correspondent véritablement à un événement qui est probablement intervenu au cours de l'an 30 de ce roi Den. Donc nous avons ici déjà quelque chose qui était très intéressant, connexion entre une documentation qu'on trouve dans la vallée du Nil et une inscription que l'on trouve, un bas-relief que l'on trouve sur les rochers au Sinaï. La connexion est suffisamment exceptionnelle pour qu'elle mérite d'être soulignée une fois de plus. Et puis vous retrouvez finalement tous les éléments qu'on avait déjà vus dans le matériel du Wadi Marara. On a en fait à la fois une démonstration de la puissance du roi, victoire sur la population locale. On a la mise en scène du pouvoir royal, notamment avec cette association des doubles couronnes qui démontre la dualité de ce pouvoir du pharaon. Et vous avez également la mise en scène de la cour du roi avec le chancelier, le porteur de sandales, c'est-à-dire finalement d'un côté l'administration, de l'autre côté la maison du roi. Tout ceci est en fait une parfaite définition de ce qu'est le pouvoir royal au tout début de l'histoire égyptienne. Donc nous étions déjà très contents d'avoir trouvé ce bas-relief, d'avoir au moins pu le documenter malgré sa destruction un peu antérieure à la première visite que nous avons faite sur le site.
Mais nous ne pouvions pas nous douter à l'époque qu'il y avait peut-être encore mieux. À 1 kilomètre de là, en fait, il s'agit pratiquement du même site, un endroit que les Bédouins nous ont désigné comme étant le Wadi Ameira. Ce site est en fait un site qui n'est pas du tout spectaculaire. Quand nous sommes arrivés, nous avons vu en fait un endroit qui était, voilà, voici le site. C'est un plateau rocheux de grès, avec quand même des choses partout. Vous avez des petits tas de pierres qui ont été constitués. Et on ne savait pas très bien ce que c'était que ces petits tas de pierres, mais sur la carte que nous avons pu dresser, vous allez les voir un peu plus. Ici, il y a un gros tas, ici, plusieurs petits tas, un peu partout sur le plateau. Mais je vous montre la carte qui a été faite par mon collègue Damien Lenné. Tous les petits points que vous avez là sont des tas de pierres de petite, moyenne ou grande taille. Et nous pensons qu'il s'agit de monuments commémoratifs qui ont été laissés par les expéditions égyptiennes qui sont venues, qui sont passées par cet endroit. Donc des petits tas qui n'ont pas forcément, d'ailleurs, on pourrait les démonter, je ne pense qu'on ne trouverait rien à l'intérieur. Bon, malheureusement, c'est ce que quelques Bédouins ont fait en déstructurant les plus gros de ces tas. Mais le plus intéressant, c'est que on était sur le point, d'ailleurs, de repartir avec mon collègue. On avait vu les petits tas. Un Bédouin nous avait montré le site. On s'est dit, bon, c'est sympathique, il y a des petits tas, mais on va peut-être pas en faire grand-chose. Mais il dit, mais venez par là, il y a autre chose. Et on est descendu sur le rebord, en fait, de ce plateau. Et là, ça a été l'émerveillement. Il y avait des inscriptions qui sont parmi les plus anciennes que l'on connaisse en Égypte. Alors, je vous les montre. En fait, elles ne sont pas spectaculaires au premier coup d'œil, mais vous allez voir qu'elles éclairent vraiment d'un jour nouveau toute une période de l'histoire égyptienne. Il s'agit en fait de grandes compositions. Ce sont des tableaux, en fait, qui ont été placés. Et ces tableaux ont été placés dans un ordre chronologique. On part du plus ancien, le numéro 1, et ils ont rempli finalement l'ensemble de cette paroi de la droite vers la gauche, comme ils auraient rempli une feuille de papier ou une feuille de papyrus en écrivant dans le même sens, hein, en partant du point où on trouve les documents les plus anciens pour arriver ici au point où on trouve les documents les plus récents. Ceci va s'étaler en fait de la période de Nagada III de façon chronologique de la droite vers la gauche. Donc le site du Wadi Mera avec cet ensemble d'inscriptions que je vais essayer de détailler un peu. Ici, vous avez une vue qui a été proposée par mon collègue Damien Lenné qui vous montre un petit peu la perspective, les petits tas de pierres qu'on retrouve un peu au-dessus donc de cette accumulation d'inscriptions. Alors je vais les décrire de façon progressive, mais voici les noms des rois que nous avons en fait ici, et je les ai mis en relation avec la nécropole d'Abydos que vous connaissez. Hein, c'est la nécropole dans laquelle on trouve les tombes des rois des premières dynasties. En fait, dans la période pré-dynastique, vous avez un cimetière qu'on appelle le cimetière U, et vous avez dans le cimetière B la plupart, enfin, tous les rois de la première dynastie et quelques rois de la deuxième dynastie. Tous ces rois, le roi de la Tombugie, Irior, Narmer et Djer, sont attestés sur le panneau rocheux que je vais vous montrer. Et le plus ancien est probablement un roi dont on ne connaît pas le nom, en fait. Il y a des scorpions dessinés sur des vases dans sa tombe, donc on l'a appelé le roi scorpion, mais rien ne dit qu'il s'appelle vraiment comme ça. Le scorpion est peut-être un élément qui symbolise le roi et désigne la royauté de façon globale et non pas le nom du personnage, à une époque où probablement on ne donne pas de nom aux souverains égyptiens. Mais ce que l'on a ici, vous allez voir, en fait, ici, les équipes allemandes avaient trouvé ici une tombe qu'on appelle la tombe Uji, où on avait les premiers systèmes d'écriture et un matériel funéraire extrêmement intéressant et abondant. On est tout à fait au début de la période de Nagada. On est autour de 3200 avant Jésus-Christ. Eh bien, ce roi Uji, donc premier élément, probablement le plus ancien, vous avez ici la représentation de deux très grandes barques. Elles font plus d'1 mètre de long, hein, 1,45 m pour la première d'entre elles. Et vous voyez que vous avez ici, d'une part, un bateau. Alors la partie la mieux préservée, la barque du haut, l'autre est assez endommagée. Vous avez cette carène de bateau avec cette espèce de renflement dans la partie supérieure, une sorte de petite cabine de pont. Et vous trouvez ici une représentation d'un faucon qui semble être au-dessus d'une sorte de rectangle, qui semble évoquer ce qui devient par la suite le symbole du roi égyptien, ce qu'on appelle le serer, c'est-à-dire l'image de la façade de palais dans laquelle le nom de ce roi est régulièrement inscrit.
Alors, comment est-ce qu'on date ceci? Eh bien, c'est en fait extrêmement ancien. On n'a pas encore l'écriture, visiblement, à part la représentation du faucon qui se trouve au-dessus de cette espèce de rectangle et la position même de ce faucon. Alors, vous voyez que ce bateau, d'ailleurs, a en lui-même recoupé une scène préhistorique plus ancienne. Hein. C'est un message des Égyptiens adressé aux Bédouins capables de faire du graffiti dans cet endroit-là. Maintenant, c'est nous qui écrivons l'histoire et en fait, on recoupe une scène rupestre, comme on peut en retrouver beaucoup d'autres dans la péninsule du Sinaï. L'élément de datation marquant, c'est en fait la position du faucon. Une étude relativement récente de René Friedman et de Stan Hendricks montre qu'en fait, plus on avance dans le temps, plus ce faucon a tendance à se redresser, hein, pour devenir pratiquement debout, alors que nous avons ici un oiseau pratiquement à l'horizontale, et cela correspond exactement aux différentes petites étiquettes qui marquent les premières traces d'écriture que l'on retrouve justement dans la tombe Uji dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc vous avez ici des images qui sont ici probablement des images d'un faucon horizontal qui correspondent assez bien à ce que l'on trouve sur le bas-relief donc du premier tableau du Wadi Amera. Le bateau lui-même n'est pas inconnu puisqu'on va le retrouver dans toute une documentation iconographique qui correspond elle aussi au premier temps de l'histoire égyptienne et à la période de Nagada III. Ici, je vous montre un bateau qui apparaît sur la palette de Narmer où vous retrouvez exactement les mêmes caractéristiques, cette espèce de petit renflement à la tête du bateau, cette petite cabine de pont que vous avez là et la forme générale en fait de la coque du navire. Sur la palette du Pluvier que vous avez ici, vous retrouvez à nouveau exactement les mêmes éléments avec ce renflement au début du bateau et cette petite cabine de pont qui sont des éléments que l'on voit très très clairement sur le bateau donc du Wadi Amera. Autre élément, au Gebel Cher Soleiman, qui porte un bas-relief également très ancien de l'histoire égyptienne. On est en Nubie cette fois-ci. On retrouve également le bateau comme symbole de la puissance royale, comme incarnation du roi d'Égypte, et également ici en train de maîtriser des ennemis. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de Bédouins du Sinaï, il s'agit de Nubiens qui se trouvent autour de la deuxième cataracte, mais vous retrouvez exactement les mêmes éléments, le renflement dans la partie supérieure du bateau et la petite cabine à l'arrière. Un bateau très ancien, mais un bateau très, je dirais, courant dans la documentation iconographique et que nous avons proposé de dater autour de 3200 avant Jésus-Christ, ce qui porterait les premières interventions des Égyptiens au Sinaï plus de 5 siècles avant les périodes qui étaient désignées par les reliefs du Wadi Marara. Deuxième tableau, beaucoup plus sobre, mais vous retrouvez quand même l'image d'un faucon avec ce qui ressemble de plus en plus à un sérère, c'est-à-dire en fait cette façade de palais dans lequel le nom du roi est inscrit. On n'a que 3 barques, mais vous avez un usage très particulier, très spécial de ce sérère royal, puisqu'il semble être en combinaison avec un bateau. Et en fait, cette thématique va revenir de façon récurrente dans l'ensemble de ces inscriptions du Wadi Amera. Alors ici, on a peut-être un roi qui pourrait être le roi Ka, ou Serenka, qui est un roi de ce qu'on appelait la dynastie 0. Hein, ce qui est possible, c'est qu'on voit ici que ce roi a souvent dans son nom une sorte de carré qui est inclus à l'intérieur du sérère. C'est le cas ici, et c'est peut-être le cas sur cette partie de l'inscription qui est malheureusement assez endommagée. Et puis, ces sérères très anciens, ils ont une caractéristique, c'est qu'ils sont souvent très recourbés dans leur partie supérieure. Là aussi, c'est un critère de datation qui a été mis au point notamment par Stan Hendricks. Et vous avez ici quelque chose qui ressemble finalement d'assez près à ce que vous pourriez avoir avec certaines des inscriptions au nom de ce roi K. Mais l'une des plus belles inscriptions, et probablement l'une des plus étonnantes, est celle du roi Irior. Alors ce roi Irior, c'est en fait peut-être le premier roi qui ne s'est connu par son nom dans l'histoire égyptienne. C'est peut-être d'ailleurs le premier individu qui a laissé son nom écrit dans l'histoire tout court, puisqu'il s'agit d'un roi qui a probablement régné autour de 3100 avant Jésus-Christ. Il est désigné par ces 2 signes. Alors on l'appelle Irior, on ne sait pas vraiment comment il se nommait, puisqu'on a un faucon horus au-dessus du signe R, qui veut dire la bouche. Donc on l'appelait Irior, mais en tout cas il s'individualise dans la documentation parce que à la place d'un emblème qui désigne la royauté, pour la première fois nous avons le nom du roi, et c'est un changement finalement dans la façon d'écrire l'histoire. Alors on a ici un tableau assez complexe, où vous avez des barques, vous avez cette curieuse petite figuration de personnages sur laquelle je vais revenir tout à l'heure. Vous avez ici ce qui est peut-être un sérère avec un faucon,
par-dessus, mais il n'y a pas de nom à l'intérieur. Et puis vous avez ici, presque pour la première fois, des signes hiéroglyphiques qui apparaissent sur ce tableau. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors, ce tableau est intéressant, donc, par ce qu'il nous donne, et au départ, par les inscriptions qu'il y a. Donc, le roi Hirior, on le connaît par une abondante documentation, notamment sur des empreintes de sceaux, sur des jarres. On va retrouver le nom de ce roi Hirior régulièrement inscrit. Mais aussi, à côté, on a ces deux signes que vous avez ici, que je vous ai montré, qu'on voyait peut-être. Alors, je ne sais pas si j'ose revenir en arrière sur le diaporama. Non, je ne vais pas oser. Mais il va falloir me croire sur parole. Vous avez ici une sorte de massue, et vous avez derrière quelque chose qui ressemble à la représentation des murailles. Et ma suggestion, c'est que vous avez ici peut-être la mention de la capitale du roi, c'est-à-dire la ville de Memphis, qui s'appelle Ineb Edge. Là, je vous ai donné un document qui est un peu plus tardif au cours de la première dynastie, où vous retrouvez l'association de la représentation de murs et de cette massue pour désigner la ville de Memphis. Cette ville de Memphis, donc, existe probablement déjà à l'époque, donc, de ce roi Hirior. Autre option pour interpréter ces inscriptions, on pourrait aussi y voir la massue dans le genre indication que le roi est capable de frapper, d'anéantir, et ici on pourrait, à la différence de ce que j'ai fait dans la publication, reconnaître peut-être le signe Setchet, qui veut dire l'Asie, qui désigne les pays orientaux. Deux options pour lire une légende hiéroglyphique qui finalement n'est pas forcément très facile à interpréter. Alors ici, vous avez par contre quelque chose, je ne sais pas s'il y a des gens de moins de 18 ans dans la salle, peut-être pas, donc je peux continuer, mais vous avez une scène assez curieuse qui est en fait la préfiguration de la scène de massacre qu'on a déjà vue, qui devient un thème récurrent. Simplement, elle est beaucoup plus maladroite. Vous avez ici un personnage, il est en train de tenir un captif par la chevelure, vous le voyez bien ici, et vous avez ici la trace de ce captif qui a les mains attachées derrière le dos. La figure est assez maladroite et vous avez d'ailleurs une disproportion des deux personnages. L'un debout ici est assez court, on ne sait pas trop bien ce qu'il tient devant la main, et vous avez ce deuxième personnage qui est beaucoup plus allongé. J'avais interprété ça comme une scène de massacre, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui étaient un peu gênantes dans la mesure où finalement, qu'est-ce que c'est que cette massue qui n'est pas brandie ? Et une autre interprétation de ce motif a été donnée récemment par Stan Hendricks, qui y voit une scène d'humiliation sexuelle. En fait, le personnage victorieux est en train de présenter son phallus à la bouche du vaincu. Vous voyez que on a une scène tout à fait particulière ici. Et finalement, ces scènes d'humiliation de l'ennemi sont visiblement assez courantes aux époques anciennes. Et je pense que si vous avez ici le phallus de l'autre personnage qui est montré, c'est pour insister justement sur sa nudité et donc sur son caractère finalement vaincu et inoffensif face à l'agresseur. Donc finalement, vous retrouverez sur ce bas-relief de façon beaucoup plus, exploratoire et je dirais préfiguratoire des éléments que l'on connaît par la suite. C'est-à-dire que finalement, que fait cet ensemble que vous avez pour le roi Hirior autour de 3150 avant Jésus-Christ? Vous avez une définition du pouvoir royal avec le nom du roi. Peut-être ici la mention de la capitale du roi, la mise en scène d'une flotte qui insiste sur le pouvoir du roi, et puis aussi sa capacité d'anéantissement de l'ennemi que vous avez ici, sous une modalité un peu particulière et qui n'est pas par la suite reproduite dans la documentation égyptienne. Le bas-relief du centre, je suis content, j'ai réussi à passer la diapositive du premier coup. Le bas-relief du centre est le plus développé. Vous avez ici toute une flottille de bateaux que vous remarquez. Ce sont tous ces bateaux convergent, entourent une barque royale. Alors ça y est, on a vraiment clairement ici le motif qui s'impose dans l'iconographie, c'est-à-dire la combinaison du sérère, donc de cette façade de palais dans laquelle on écrit le nom du roi. D'ailleurs, le nom du roi y est écrit. On y reconnaît sans trop de peine le nom de Narmer, qui est le premier roi de la première dynastie. Nous sommes autour de 3050 avant Jésus-Christ ou 3100 avant Jésus-Christ. Et vous retrouvez ici donc le faucon sur le sérère avec cette barque royale. Et autour de la barque royale, là encore, vous trouvez toute une série d'emblèmes qui vont insister sur la puissance du roi. Peut-être ici une évocation du dieu Min, qui est un dieu qui est volontiers associé au désert. Et derrière, alors ceci est assez difficile à reconnaître. Au départ, je me suis demandé ce que c'était que cette espèce de pot de fleurs que vous aviez sur le côté, mais c'est en fait un personnage debout qui tient une enseigne avec des pans de tissu qui s'en échappent. Et au-dessus, il y a peut-être l'expression des deux
des deux divinités qui protègent la monarchie, c'est-à-dire en fait le vautour Nerbet et la déesse serpent Wadjet. Même si je vous accorde que le faucon, l'oiseau faucon Nerbet n'est pas forcément très très clair sur ceci. Mais vous avez clairement ici l'idée d'associer le roi à toute une série d'emblématiques royales et une autre version du nom de ce roi Narmer que l'on connaît, une version assez courte où on a en fait deux hiéroglyphes pour écrire son nom. On en retrouve des versions assez courtes également dans la documentation sigillaire qui correspond à son règne. Alors j'en arrive finalement à la dernière composition importante que l'on y trouvait. Elle est datée cette fois-ci du règne de Djer. Djer est le 3e roi de la première dynastie. Il est 2 règnes avant le roi Den, dont je vous ai montré tout à l'heure les reliefs au Wadi Faras Umm-el-Zoebin. Et là, vous avez quelque chose qui change complètement. On voit vraiment qu'on marche dans le temps, puisque vous avez encore de l'iconographie à droite du tableau, mais tout le reste, finalement, est entièrement occupé par des séquences hiéroglyphiques. On est passé beaucoup plus clairement, beaucoup plus ostensiblement dans le monde de l'écriture avec ce dernier ensemble. Qu'est-ce que l'on y voit ? On y voit tout d'abord, c'est quand même finalement assez classique, on y voit la scène du roi qui vainc l'ennemi. Alors là, on n'est pas encore finalement sur le point de formaliser cette scène. Vous avez quelque chose qu'on va retrouver sous d'autres rois de la première dynastie. En fait, l'ennemi est ici placé devant le sérère du roi, cette façade de palais dans laquelle son nom est inscrit. Le faucon est posé par-dessus, et ce faucon est pourvu d'un bras avec lequel il maintient l'ennemi par la chevelure, et il a un autre bras, parce que comme chacun sait, les faucons ont aussi 2 bras. Eh bien, le 2e bras tient une massue qui va donc massacrer ce personnage que vous avez là. Là, vous avez une thématique qui est mise en place sur un relief, mais qui est en fait assez commune dans les règnes des 3 premiers rois des 4 premiers rois même de la première dynastie. Ici, vous avez le roi Narmer, vous voyez le poisson-chat qui sert à écrire son nom, qui tient une massue et qui maintient un ennemi du delta par la chevelure, ici. On le retrouve, le roi Narmer, sous la forme du poisson-chat massacreur. C'est comment dire original, mais visiblement ça marche devant des ennemis nubiens agenouillés. Et vous retrouvez la même scène cette fois-ci pour le roi Aa, qui est le 2e roi de la première dynastie. Vous retrouvez en fait une scène assez complète et assez cohérente avec une sorte de lien qui maintient l'ennemi captif devant le sérère du roi et le faucon armé d'une massue pour massacrer donc cet ennemi. Voici encore une autre scène du roi Djet, qui est en fait le prédécesseur immédiat de ce roi Djer, le successeur immédiat de ce roi Djer, et vous retrouvez ici, là encore, le sérère massacreur avec la représentation du faucon par-dessus et l'ennemi réduit à l'impuissance devant. Mais de quelle scène s'agit-il ? C'est encore plus intéressant parce que quand on analyse ce qu'il y a devant le roi et son sérère, on se rend compte qu'il s'agit cette fois-ci pas du tout de l'ennemi nubien. Il s'agit en fait d'un ennemi qui semble être un ennemi du delta. En fait, ce ennemi du delta, vous voyez ici, on a ici la représentation de 3 filets d'eau et du signe qui désigne l'ouest que vous avez ici. En fait, ce signe, on le retrouve sous le règne de l'un des successeurs de ce roi, avec ici la représentation donc de ce faucon sur une sorte de pavois avec une plume et avec les 3 signes qui désignent les terres irriguées. Donc, il s'agit d'une victoire qui semble être clairement acquise sur des régions qui sont des régions égyptienne de l'ouest du delta. Et vous avez d'ailleurs dans la ville qui est mentionnée ici, une ville qui s'appelle Pêche et que l'on peut placer par le reste de la documentation effectivement dans la partie ouest du delta. Alors qu'est-ce que cela veut dire ? Je vais encore un tout petit peu plus loin, regardez derrière, vous avez devant le roi qui maîtrise l'ennemi, réduit à l'impuissance, et derrière, vous retrouvez un petit personnage qui, cette fois-ci, rend hommage au roi dans le genre « oui, tu as gagné, donc je t'offre mon territoire ». Ça, c'est probablement la pièce de territoire qui est offerte par un personnage qui est absolument identique à ceux qu'on pourrait trouver sur les palettes, qui sont d'ailleurs à peu près contemporaines ou un peu antérieures à cette composition. Alors, je vous le montre encore, voici les scènes de massacre que vous avez ici, et la scène de massacre que nous avons là, avec finalement avant massacre de l'ennemi, et après ennemi soumis. Cette scène a malgré tout quelques incidences sur la façon dont on peut voir l'histoire égyptienne. Parce que ce que nous racontent les manuels d'histoire, c'est que, au début de l'histoire égyptienne, les Égyptiens ont dû, venant du sud, vaincre un ennemi au nord, et une fois que cette victoire a eu lieu, c'est fini. Il n'y a plus d'escarmouche, et le roi est victorieux du nord, et donc le roi de Haute et de Basse Égypte.
C'est ce que montre la palette de Narmer. J'ose revenir en arrière. C'est ce que montre la palette de Narmer. Elle vous montre, au moment du premier roi de la première dynastie, un roi qui a vaincu le nome du Harpon, c'est-à-dire en fait la région d'Alexandrie, qui est toujours la région qu'il faut écraser en fait de l'Antiquité à nos jours. Et vous avez ici donc une mention de ces peuples qui sont vaincus par les Égyptiens. Sauf que sur la scène que je vous montre, ce sont les mêmes peuples qui sont toujours rebelles contre les Égyptiens et qui sont toujours vaincus par le roi. Ce qui veut dire que la palette de Narmer, eh bien, elle n'est qu'un épisode parmi d'autres dans la pacification de régions qui sont hostiles aux Égyptiens. Ça a commencé avant Narmer. Avant Narmer, on a déjà des palettes qui mettent en scène la destruction ou la victoire du roi sur des populations de l'ouest du delta. Et après Narmer, eh bien, ça continue, ça n'est pas terminé puisque ce roi Djer, qui est en fait à peu près un siècle plus tard, ou en tout cas plusieurs décennies plus tard, doit encore manifestement faire face au même type de problème. Alors il y a encore un autre élément intéressant dans cet ensemble. On y retrouve des administrateurs. Hein. Ici, on a peut-être un administrateur des pays étrangers qui sont des membres de l'expédition qui ont dû être les commanditaires de cette inscription que vous avez là. Mais juste derrière le roi, on a encore quelque chose de plus intéressant. On a la mention d'une reine. Et cette reine s'appelle Neith-Hotep. La reine Neith-Hotep que vous avez ici, hein, elle est la combinaison du signe qui représente la divinité Neith et du signe Hotep qui veulent dire les offrandes. Et cette reine est en fait désignée à 3 reprises sur le bas-relief. Elle est ici désignée par son nom qui peut être un nom de couronnement. Ensuite, ici, elle porte une épithète royale qui se lirait Sema Neboui, littéralement celle qui unit les 2 maîtres. Elle a presquement finalement une épithète qui est une épithète royale. Et je pense que le 3e élément qu'il la mentionne, avec ces 3 petits poissons qui sont attachés à un bâton, on a beaucoup de mal à le lire parce que ce hiéroglyphe ne réapparaît plus par la suite dans le répertoire hiéroglyphique. De façon, je dirais, hypothétique, je le lirais peut-être Idou, parce que les poissons peuvent désigner un type de tribu qu'on lit Idou. Et c'est peut-être son nom de naissance. Donc une reine qui serait désignée par un nom de couronnement, une épithète royale et un nom de naissance. En fait, je pense qu'il s'agit d'une reine régente. Le règne précédent, le règne de Djer, était extrêmement court et le règne de Djer, quant à lui, dure, d'après ce que nous en dit la pierre de Palerme, au moins 50 ans. C'est donc un roi qui a dû arriver enfant sur le trône et vous avez la mise en place ici d'une reine régente. On est tout au début de l'histoire égyptienne et il y a déjà une femme qui a occupé le pouvoir en Égypte. D'ailleurs, cette reine a bénéficié, pas dans la nécropole d'Abydos, mais à Nagada, d'une tombe monumentale qui est de la même taille que celle des rois de la même période. Alors voici quelques éléments qui concernent cette reine Neith-Hotep qu'on connaît bien. Hein. Vous retrouvez cette épithète de Sema Neboui qui figure sur des vases d'albâtre et vous retrouvez ici son nom de Neith-Hotep à plusieurs reprises sur cette vaisselle qui lui est associée. Alors, la composition que vous avez, elle est également très bien constituée puisque vous avez d'une part la scène de massacre qui fonde finalement l'aptitude du roi à conquérir des contrées étrangères et à maintenir son autorité. Et vous avez de l'autre côté, alors il est ici représenté par son nom de couronnement. Et puis, vous avez peut-être ici, mais il y a d'autres interprétations qui ont été proposées, ce que je pense avoir été la première phrase écrite dans l'histoire égyptienne. Et on a finalement une séquence qui se lirait Horus pou It, c'est-à-dire Horus, c'est It. Et It, c'est quoi? Eh bien, c'est le nom de naissance de ce roi Djer. Hein. On le sait parce que vous avez tous ces ensembles de scellés que l'on a retrouvés. Au départ, les gens qui ont publié ce scellement ont dit il y a It ici et il y a le roi ici. Ça doit être le prince héritier qui est mentionné, mais pas du tout. En fait, il s'agit des 2 noms du roi. On le voit apparaître dans sa version officielle d'un côté et on voit le rappel de son nom de naissance de l'autre côté. Et d'ailleurs, quand on regarde les listes royales qui ont été émises en Égypte plusieurs centaines d'années plus tard, ici c'est la table d'Abydos qui a été dressée autour de 1200 avant Jésus-Christ ou 1250 avant Jésus-Christ, hein, on est plus de 1000 ans après, enfin presque de 2000 ans en fait postérieur à ce règne du roi Djer. Et bien vous retrouvez ici le roi Méni qui est peut-être Narmer, un roi Téti qui est peut-être l'Horus Aa, et là vous retrouvez ici le nom de Iti qui est enregistré comme il est bien enregistré comme le règne du 3e roi de la première dynastie. Donc tout concorde à nouveau.
Alors pour terminer, on a même eu la chance, tout à fait à l'extrémité de ce panneau rocheux, de trouver une inscription du roi Nébré, qui est lui le deuxième roi de la deuxième dynastie. Et du coup, nous arrivons à un tableau absolument complet, puisque nous avons commencé avec la dynastie, en fait le prédynastique, la période de Nagada 3A, 3200 avant Jésus-Christ. Nous sommes passés par la dynastie 0, Irior, peut-être K. Nous avons la première dynastie, où nous avons donc sur le tableau Narmer, Djer et Den, dont je vous ai montré les bas-reliefs à proximité, qui font visiblement partie du même ensemble. Et nous arrivons donc à la deuxième dynastie. Le relais est pris ensuite par la documentation du Wadi Marara, où vous avez la 3e, 4e, 5e et 6e dynastie. Donc il y a des expéditions au Sinaï sur pratiquement un millénaire, entre 3200 et 2200 avant Jésus-Christ. Cela paraît absolument clair. Au-dessus de ces tableaux royaux, il y a toujours des fonctionnaires qui cherchent un peu à associer leur mémoire à celle du roi. Ils l'ont fait de façon assez franche sur le tableau de Narmer ou sur le tableau de Djer, en mettant leur nom à côté de celui du roi. Pour d'autres rois, ils ont peut-être eu plus de pudeur et ils ont mis des inscriptions, pas toujours faciles à lire, qui se trouvent en marge, en fait, avec des compositions royales. Les compositions royales sont là, et au-dessus, vous avez toute une série de signatures. Alors, je ne sais pas si je suis absolument sûr de ma lecture, mais il y a peut-être ici la mention d'un administrateur des pays asiatiques qui s'appellerait Ni Edge. C'est comme ça que j'interprète en tout cas ce que vous avez dans la partie inférieure de cette inscription, qui a été fait simplement par percussion d'un galet sur le rocher. On a ici très clairement un petit scribe qui s'appelle Iner. Et comme les rois font des bateaux, il s'est dit que lui, il pouvait faire le sien. Donc voilà, un super petit bateau pour un petit scribe qui accompagne l'expédition, mais qui se commémore quand même un peu comme le roi. Alors pour terminer, en fait, ce qui est intéressant pour ça, c'est qu'on a essayé de croiser finalement maintenant la documentation que nous avons au Sinaï avec, je veux dire en termes d'inscription rupestre, avec les témoignages de la présence égyptienne au Sinaï. Et finalement, elle ne se résume pas du tout aux inscriptions que je vous ai montrées pour ces périodes de fondation de l'histoire égyptienne. Tous les petits points rouges qui sont sur cette carte que mon collègue Damien Lenné a dressé, tous les petits points rouges sont des endroits où de la céramique égyptienne ou du matériel qui vient de la vallée du Nil a été découvert. On les voit ici, ces petits points, on en trouve sur beaucoup de localités, qui sont des installations locales, qui ne sont pas égyptiennes, mais on retrouve donc du matériel égyptien, notamment de la céramique égyptienne. Et puis, on retrouve aussi beaucoup de ces petits points rouges à des endroits où l'on a encore d'autres mines de cuivre et où, finalement, du matériel égyptien est arrivé. Et voici en vert maintenant les 3 endroits où l'on a les inscriptions anciennes que l'on a retrouvées pour les périodes de formation de l'histoire égyptienne. Ça me permet de reconstituer un itinéraire qui passe depuis Aïn-Sourna, où on a aussi trouvé des témoignages des premiers temps de la vaisselle de pierre, qui est probablement de l'époque pré- ou proto-dynastique. Un contournement probable du golfe de Suez. Je pense que même s'il représente des bateaux partout, eh bien les expéditions continuent d'aller à pied à cette période-là. Elle transite par le rebord donc de cette partie centrale du Gebel Ti qui domine la péninsule du Sinaï, avec des endroits où l'on a des localités qui étaient installées et qui étaient dans le commerce du cuivre. On se demande même si cette malheureuse ville de Haahan, qui se fait détruire par le roi Den, ne se trouverait pas dans l'une de ces localités-là. Une fois qu'on résiste un peu aux Égyptiens, ça peut mal se passer. Et puis ensuite, vous avez une descente dans la zone minière, où là, on retrouve des inscriptions rupestres qui attestent probablement d'une présence un peu plus longue des Égyptiens, ce qui est parfaitement clair, notamment pour Wadi Marara. Mais au-delà de ce parcours, les Égyptiens se projettent aussi sur une route commerciale qui les amène peut-être à avoir des échanges avec des populations qui produisent le cuivre plus loin dans cette péninsule du Sinaï. Et donc, nous avons maintenant un tableau qui est relativement renouvelé de la présence égyptienne du Sinaï, en ayant finalement gagné à peu près 5 siècles sur le début de cette histoire du Sinaï à l'époque pharaonique. Je vous remercie.